Salut, c'est Fabien et aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque c'est la première FAQ d'Epanescence. Alors prends-toi un bon chocolat chaud, une petite tisane ou ce que tu veux et puis on commence tout de suite après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors on commence tout de suite par la première question. Je comprends le centre émotionnel et mental, mais pas bien le centre instinctif, peux-tu m'expliquer? Alors, le centre instinctif, il a un fonctionnement très particulier par rapport au mental et à l'émotionnel. Évidemment, c'est des fonctionnements très différents de toute façon. Pour rappel, le centre mental, il est tourné futur. C'est un centre qui peut être déconnecté du réel et partir dans plein de plans de trucs futurs qui pourraient arriver, des idées, des machins. C'est un centre qui fait des liens, qui peut vraiment élaborer des choses qui n'ont rien à voir avec le réel. Le centre instinctif, lui, il est profondément ancré dans la matière, dans ici et maintenant. C'est un centre qui est relatif à la réaction dans le présent de ce qui se passe. Pour ça, c'est un centre qui puise dans le passé, dans l'expérience passée, c'est-à-dire ton système nerveux au cours de ta vie, il a engrammé plein de choses, il a appris plein de choses, et c'est grâce à ce appris plein de choses que tu es capable de dire « ça je sais faire, ça je ne sais pas faire ». Ça, c'est le centre instinctif. Et il est profondément engrammé dans les tripes, centre instinctif. Donc il est dans le corps, il est dans les tripes, il est ancré dans le mouvement, il est, on va dire, très animal et comme je dis tout le temps, il est duel. Il faut comprendre qu'il est duel. Il n'y a pas de nuance. C'est cet endroit où tu ne peux pas être dans un entre-deux, entre je fais ou je fais pas. Et c'est classique avec tous les gens que j'ai en accompagnement qui sont instinctifs. Il y a systématiquement ce mode de fonctionnement. J'y vais à fond ou j'y vais pas. J'aime quelqu'un ou j'aime pas. Il y a un truc qui est très interrupteur. Et ça, c'est caractéristique du centre instinctif. À bien différencier du centre émotionnel qui peut avoir toute une palette, qui peut fonctionner avec du j'aime, j'aime pas, mais qui a toute une palette émotionnelle dans l'interaction humaine. Là où l'instinctif, il est direct et quand il pose des questions, un instinctif préféré va être beaucoup plus direct, clac, clac, clac. Voilà, ça, c'est dans le fonctionnement du centre instinctif. Bien sûr, ça va après vachement changer s'il est tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur ou mixte comme le type 9. Deuxième question, quoi observer concrètement pour déterminer et confirmer le type de quelqu'un ou son propre type? Eh bien, comme je dis tout le temps, la surface extérieure de ce que tu vois chez les gens ne te renseigne pas vraiment sur les néatypes. Pour ça, il faut gratter, il faut creuser. Pense à l'iceberg, c'est vraiment la métaphore de l'iceberg. La surface que tu vois, ce sont les deux premiers niveaux logiques. Si tu prends les niveaux logiques de Robert Dilts, les deux seuls niveaux visibles, c'est l'environnement et c'est les comportements. Tu vois comment quelqu'un est habillé, tu vois dans quel contexte il est, tu vois sa maison, etc. Tu vois ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. Et tu peux entreapercevoir ce qu'il ressent et encore, ça dépend des gens. Donc, tu ne peux pas déduire comme ça de tac au tac en voyant quelqu'un, tu ne peux pas déduire ses croyances, ses valeurs, son identité. Tu n'as pas accès à ça en fait. Pour ça, il faut du questionnement. Donc c'est pour ça que typer quelqu'un c'est difficile. Alors j'en ai fait plusieurs sur la chaîne. J'ai fait Norman, il y a eu Gérard Depardieu, il y a eu le chanteur Kinvey et il y en aura d'autres. C'est difficile parce qu'on ne voit que le langage extérieur. Donc il s'agit de lire entre les mots, il s'agit de lire entre les lignes, de sentir d'où ça part. Quand je parle, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je prends une décision, je change de travail, je déménage, je quitte mon compagnon, ma compagne. Au contraire, je vais dans un nouveau couple. Je me mets, j'en sais rien, au tir à l'arc, je me mets au tir à la hache. Bon, quand je fais des choses, quand je dis des choses, quand je vais au conflit, quand je fais une prise de parole, il y a un endroit d'où ça part en moi. Et bien d'où ça part? C'est ce d'où ça part que l'on va questionner. Et ce d'où ça part, il est inconscient, il est profond, il est souvent inconnu. Donc ça demande du questionnement, ça demande d'aller vraiment gratter. Et la surface extérieure ne suffit pas, même si le non-verbal et le verbal sont aussi des indices, bien évidemment, la sémantique, etc. Mais il faut creuser.
Parce que tu as des gens, encore hier, j'avais une personne en bilan de personnalité. Si tu ne connais pas le bilan de personnalité, si ça t'intéresse de le faire avec moi, je te mets un lien dans la description. Mais il y a une personne dans le bilan de personnalité qui employait beaucoup le mot cadre, qui disait beaucoup, moi j'aime avoir un cadre, ça me sécurise, c'est important pour moi. Bon, ça peut être un mot-clé de type 6, ça peut y faire penser parce que le 6, effectivement, il aime bien que ce soit normé, cadré, il aime bien être dans un endroit dans lequel il est à l'aise. D'ailleurs, on va y revenir, c'est la question d'après en plus. Seulement, pourquoi il y a ce cadre? Pourquoi c'est important d'avoir ce cadre? Là, moi, je suspectais plutôt un type 3, je ne suis pas sûr, hein, mais ça sentait plutôt le type 3 parce qu'il y avait de l'émotionnel derrière là. Les vraies raisons, c'était pour être aimé, c'est pour être admiré, c'est pour avoir de la reconnaissance des autres, pour faire des choses. Et in fine, il y avait être reconnu. Donc, à la surface, il y a de la sémantique qui peut ressembler à du type 6, mais ça ne suffit pas. Il faut recouper avec le questionnement dans les profondeurs, sinon on fait n'importe quoi. Donc, attention à ça, c'est à la fois un indice et en même temps, ça invite à gratter parce que pourquoi tu veux un cadre quoi? Pourquoi tu as besoin d'un cadre? Est-ce que c'est parce que c'est dans tes idéaux, c'est important pour te dépasser, c'est très instinctif, très type 1? Est-ce que c'est pour avancer, faire des choses, briller, accomplir des choses, des projets plutôt type 3 peut-être? Ou est-ce que c'est pour une autre raison, pour se sécuriser et pour être dans quelque chose de connu pour le type 6 par exemple? Même si voilà, chaque énéatype peut aimer les cadres, même le type 7, il peut se créer son propre cadre pour éviter la souffrance. C'est un cadre qui s'impose à lui-même, où il se met une discipline. Bref, donc tu vois que c'est nuancé et complexe, mais dès que tu creuses et que tu vas en profondeur, tu reviens toujours à quelque chose d'une sorte de base commune. Et donc pour répondre à cette question, quoi observer pour déterminer et confirmer son type? Les mécanismes de l'ego, hein, toujours pareil. Donc tous les mécanismes qui découlent de l'identification au centre préféré dans une certaine direction. Tous les mécanismes, tous les néatypes découlent de ça. Si tu as compris ce que c'est ce centre-là, ce centre mental par exemple, tourné vers l'intérieur, et que du coup je m'identifie à ce centre mental tourné vers l'intérieur, à tout ce qui a lieu dans mon centre mental, alors tu vas comprendre toute la logique des mécanismes du type 7. Tu vas comprendre la rationalisation, tu vas comprendre l'évitement compulsif de souffrance, tu vas comprendre tout ce qui se joue dans ce truc-là. Parce que tout part de cette identification et du coup, tu dois pouvoir opérer tous ces mécanismes-là pour valider ou pas un type. Troisième question, justement, c'était sur le cadre du 6. Il y a plusieurs personnes qui ne comprenaient pas ce que c'était le cadre du 6 et c'est vrai que ce n'est pas facile forcément à comprendre. Donc, je te renvoie vers la vidéo du 6 si tu ne l'as pas déjà vue, où je détaille tout ça. Simplement, le cadre du 6, c'est un cadre mental. C'est un cadre qui est une sorte de système de référence dans lequel je sais sur quoi je peux me positionner. Je te donne un exemple. J'avais demandé en discuter avec un pote du coin de c'est quoi l'amitié. C'est quoi l'amitié pour lui? Et pour lui, l'amitié, c'est quand ton pote, tu as besoin de lui en pleine nuit, il peut venir t'aider. Ou tu peux l'appeler en pleine nuit, ou c'est quelqu'un sur lequel tu peux compter, c'est quelqu'un tu peux dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc c'est un... Comment tu sais si c'est un ami? Il y a un certain nombre de critères qui sont cochés et c'est bon, c'est un ami, quoi, tu vois. Donc, il y a des amis qui sont dans un certain cadre et si tu ne respectes pas les éléments de ce cadre, tu n'es pas un ami. Et quelqu'un qui serait émotionnel, comme un type 4 que je connais très bien, comment tu sais qu'un ami est un ami? Parce que je le sens. Parce que c'est comme ça, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'y mettre des mots, il n'y a pas besoin d'avoir des critères logiques pour ça. Donc le cadre de type 6, c'est un cadre éminemment mental, revient aux fonctions du centre mental, hein, ordonner les idées, faire des plans, etc. Le centre mental du type 6, il est là pour structurer, pour cadrer le réel, pour se rassurer et être dans un territoire connu. Parce que tout territoire inconnu est un danger, est un endroit, est un no man's land dans lequel je ne suis pas en sécurité. Le seul endroit où je suis en sécurité, et c'est fantasmé bien sûr, c'est dans ce cadre normé. C'est tout. Donc c'est un cadre mental où il y a des limites dans lesquelles, quand je suis dedans, si je respecte certains... C'est ça la loyauté du type 6, la loyauté envers le cadre, envers les idées du cadre. Si je suis dedans, c'est bon. Si je ne suis pas dedans, si l'autre n'est pas dedans, c'est pas OK. Parce que moi, je ne peux pas... En type 6, je ne peux pas ne pas être dans le cadre puisque l'évitement compulsif, c'est la déviance. Donc je te renvoie au type 6 si tout ça, ce n'est pas compris. Question suivante, comment je peux faire pour briser la carapace que je me suis construite?
Ben, alors, comme je dis toujours, avant de chercher à aller à l'opposé de quelque chose que tu vis, commence par t'intéresser à ce que tu vis. C'est-à-dire que si tu constates qu'il y a une carapace, si tu constates qu'il y a quelque chose qui est une protection, ben, c'est intéressant de questionner ce que vient faire cette protection. Je peux te renvoyer au livre Le Chevalier à l'armure rouillée que je n'ai pas là parce que je l'ai déjà prêté. Le Chevalier à l'armure rouillée qui me montre bien ça en fait. C'est que si tu mets une armure, si tu mets une carapace, c'est qu'il y a des bonnes raisons de le faire. Sinon tu ne le ferais pas. Donc c'est que quand tu étais petite, et si c'était une dame, ça veut dire que quand tu étais petite, bah, tu as douillé, tu as pris cher, tu n'as pas pu exprimer tes émotions, tu n'as pas été aimé et accepté comme tu étais, tu ne t'es pas senti sécurisé, plein de choses. Et du coup, tu mets une carapace, tu blindes pour ne pas laisser cette zone sensible à vif. Tu remarqueras que le système biologique, il ne laisse pas une plaie ouverte comme ça à pisser le sang toute la journée. Non, si tu t'es fait blesser, ça cicatrise, tu vois. Mais quand il s'agit de blessures psychiques, ok, ça cicatrise, mais il y a tout un package émotionnel qui, s'il n'est pas libéré, s'il n'est pas revisité, bah, il va être là toute ta vie, dans un bon sac à dos bien lourd là. Et ça va être trimballé dans toutes les situations, dans toutes les relations, dans tous les métiers que tu vas faire. Donc, de toute façon, la vie va te renvoyer parce que tu as besoin de bosser. Donc, tu vas attirer des gens qui vont venir appuyer sur cette carapace, qui vont venir te titiller sur tes émotions, etc. Jusqu'à ce que tu ouvres le barrage pour te laisser pour libérer ce que tu as besoin de libérer. Est-ce que c'est pleurer? Est-ce que c'est sortir la colère? Ça dépend des gens. Mais briser ta carapace ne doit pas être fait de l'extérieur. Une métaphore comme ça que j'aimais bien, c'est un œuf qui est brisé de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la mort. Et un œuf qui est brisé de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la vie, c'est l'épanouissement, c'est le petit poussin. Le petit poussin qui fait piou-piou. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu veux briser l'armure, c'est allez, bah, tu vas lutter contre et tu vas, c'est mortifère et c'est du sacrifice et c'est une mauvaise idée. Par contre, comme dans le livre Le Chevalier à l'armure rouillée, l'armure, quand elle n'est plus nécessaire, elle va tomber. Elle va tomber, elle va s'étioler et les larmes vont couler et les émotions vont sortir et tu vas refaire un avec ton humanité. Donc ce n'est pas quelque chose à vouloir, c'est d'abord regarder qu'est-ce qui fait que tu as ton armure, en quoi ça t'arrange, en quoi ça te protège, toutes les raisons qu'elle soit là, parce qu'elle a des bonnes raisons d'être là, il ne faut pas chercher à la défoncer. Ce serait extrêmement une mauvaise idée. Question suivante. Peut-on être de profil 7 mais introverti? Je me ressens 7 mais pas dans le côté bout en train. Bah oui, le type 7 ne dit en rien que c'est de l'extraversion, ça dit que c'est un centre mental tourné vers l'intérieur qui s'identifie à ses propres idées géniales, que c'est quelqu'un qui du coup va être extrêmement tourné futur sur ses plans, ses idées, etc. Donc il va avoir un côté, il peut avoir un côté humour, blagueur, bien sûr, le 7 il aime de toute façon jouer avec les mots, faire des blagues, des machins, enfin, c'est dans son fonctionnement puisqu'il est identifié à son centre mental. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait toute la journée, qui fait des petites blagues et qui se moque des gens et qui est sur scène à faire des grands sketchs? Non, non. Ça dépend, le type 7, ça dépend comment il est vécu, ça dépend de plein de choses. Mais non, l'introversion nous parle plutôt de la première fonction cognitive du stack de la personne que tu peux voir en étudiant les fonctions cognitives de Jung. Pour ça, je te renvoie vers l'article concerné, je te le mets aussi en description, les fonctions cognitives. La première fonction cognitive, elle est introvertie ou extravertie. Mais on a un stack des 8 fonctions cognitives, dont les 4 premières sont conscientes. Et ça alterne introversion-extraversion. Mais la première est intro ou extravertie. Chez moi, ma première fonction est extravertie. Ça veut dire que je vais prendre de l'énergie avec un tiers, avec une tierce personne. Je vais me recharger comme ça. Mais j'aime aussi beaucoup la solitude, parce que je me recharge aussi en solitude, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a des différents degrés d'intro et d'extraversion. Mais bien sûr qu'un 7 peut être introverti, j'en connais plusieurs. Question suivante. Comment on fait pour enfin s'accepter? Ça, j'aime bien aussi, ça renvoie un peu au coup de la carapace, c'est que comment je fais pour enfin m'accepter? Ça veut dire que je cherche une façon, une méthode de me prendre ici et maintenant. Mais il n'y a pas de méthode pour ça. Tu peux aussi regarder purement et simplement les endroits où tu ne t'acceptes pas. Une belle façon de commencer à s'accepter et à s'aimer,
c'est d'aller justement regarder les endroits où je m'aime pas et de deuiller cet endroit, de faire le deuil de cet endroit-là, de cette zone sensible. D'aller voir, je sais pas moi, il y a un endroit en moi où, je sais pas, par exemple, si je réussis pas, imaginons, mais c'est sûrement vrai, si je réussis pas à un endroit, je ne m'aime pas. Je suis pas OK, je m'accepte pas en train d'échouer. Oh, plutôt que chercher il faut que j'accepte ça. Non, il n'y a pas d'injonction à accepter, à accueillir, pour enfin s'accepter. C'est juste que, tiens, waouh, ça m'active, c'est super difficile pour moi quand j'échoue. Du coup, c'est d'aller me rencontrer à cet endroit-là et d'aller voir à quel point c'est difficile, à quel point émotionnellement c'est fort. Et c'est de là que va pouvoir émerger une acceptation. C'est juste de voir que c'est comme ça en fait, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est faire le constat de mon incapacité à m'aimer, de mon incapacité à m'accepter ou de mon impuissance. Et c'est ça qui permet, encore une fois, de percer la coque et d'être tout à coup noyé dans une flaque d'amour de soi et d'acceptation. Ce n'est pas quelque chose de volontariste qui se fait, c'est d'aller voir, de rencontrer émotionnellement. C'est pas quelque chose qui se fait avec la tête ou avec un acte, l'acceptation de soi. C'est en fait te prendre brut de décoffrage avec ce qui est ici et maintenant, que ça te convienne ou pas, que ça soit ok ou pas, tel que c'est. Là, je prends ce qui est là maintenant en fait. Et même si c'est pas satisfaisant, du coup, c'est ce fameux accueil du non-accueil qui est une superbe étape déjà de l'accueil de soi. Question suivante. La passion du 2, c'est l'orgueil, car il est fier d'être la personne qui aide, mais d'un autre côté, il a peur d'être indigne d'être aimé. Du coup, est-ce que le 2 a une bonne estime de lui ou pas? Même question pour le 3, qui se voit comme un gagnant à cause de la passion de mensonge, mais qui a peur d'être sans valeur. Alors ça, c'est une question très intéressante. L'orgueil du 2, comme tous les mécanismes égotiques, c'est un mécanisme qui est inconscient. Le 2 ne veut pas être orgueilleux. Le 2 ne va jamais assumer d'être orgueilleux. Sauf s'il a trouvé son type énéagramme et qu'il assume et qu'il est dans un chemin de rédemption personnelle. Mais un 2 dans l'ego, bien sûr que non, il n'est pas orgueilleux, surtout pas. Non, 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 moi je fais ça pour les autres. Mais c'est là son orgueil, c'est de croire qu'il fait ça pour les autres et c'est de croire qu'il est nécessaire à la vie des autres. Parce que le 2 est un centre émotionnel tourné vers l'extérieur et il va se démener pour aider l'autre, le soutenir, lui dédier sa vie en fait. En tout cas pour ceux qui en valent la peine. Et pour ça, il en tire une identité, il en tire de la reconnaissance et il veut que l'autre, il veut ce lien de dépendance avec l'autre en fait. Dans l'ego en tout cas. Et c'est ça l'orgueil, c'est que je suis nécessaire à ta vie en fait. Tu as besoin de moi. C'est ça l'orgueil, c'est extrêmement orgueilleux ça. Mais du coup, c'est mon aide et mon soutien dont tu as besoin quelque part. Et c'est pas moi, parce que moi, je suis le centre émotionnel tourné vers l'extérieur, donc je suis tes émotions. Donc quelque part, moi, je suis rien, je suis pas grand-chose, je suis pas important. Donc l'estime du 2, non, elle n'est pas bonne. L'estime du 2 est souvent très mauvaise. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui, mais comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, quand tu creuses suffisamment, tu tombes très très souvent sur une haine de soi, j'ai mis du temps à le capter, ça à le voir, mais en fait, chez quasiment tout le monde, en fond du fond, il y a un rejet profond de soi, il y a une haine de soi. Alors, ça dépend des énotypes et de plein de choses, évidemment. Mais chez le 2, c'est très marqué, forcément, puisqu'il n'y a pas de place pour lui. Il y a la place que pour les autres, il n'y a pas la place pour ses besoins, donc il se minimise, il se met vraiment de côté au second plan, et ça va être vraiment le nerf de la guerre pour lui, parce que de renouer vers ça, pour justement reconnaître qui il est, reconnaître ses besoins, reconnaître sa valeur fondamentale aussi. Le thème de valeur est clé chez les émotionnels, et a fortiori chez le 3 bien sûr. Donc le 2, non, il n'a pas, même s'il a l'orgueil, non, il n'a pas une bonne estime de lui. Non, sauf s'il a bossé sur ça, bien évidemment, et ça prend du temps, et ce n'est pas fixé dans le marbre. Mais de base, tous les deux, dans l'ego que tu rencontreras, ont une piètre estime d'eux-mêmes et se dévalorisent. Et c'est pour ça que quand ils sont entrepreneurs, j'en ai eu plusieurs en accompagnement, souvent, ils ont un mal fou à mettre des tarifs sur ce qu'ils proposent, ils ont un mal fou à proposer, ils se cachent derrière plein de choses, ils ont vraiment du mal à proposer. C'est super dur pour eux, cet endroit-là, de s'autoriser à recevoir de l'argent pour quelque chose qu'ils donnent, etc. Plein de deux pourraient bosser gratuitement ou pour pas cher, tu vois. Donc ça, c'est le lien avec l'estime de soi. Mais voilà, le 2 n'est pas condamné à ça. J'en connais qui ont travaillé sur ça et évidemment, ça se bosse. Et pour le 3, qui se voit comme un gagnant,
Le 3, c'est ambivalent. De mon expérience et de ce que je vois autour de moi, le 3, il a une haute estime de soi, fragile, mais elle peut être basse aussi, ça dépend des phases de vie. Le 3 peut montrer une haute image, une haute estime de lui, mais qui est en carton en fait, qui est juste un château de sable, un château en papier mâché, où derrière, si tu ouvres et tu regardes derrière, tu vois un petit enfant qui est là, parce qu'il cherche absolument à être reconnu, à être aimé à travers ce qu'il fait. Et comme le 3 s'identifie à ses succès, il est dépendant du regard des autres pour exister. Et ça, bah, c'est pas quelqu'un qui a une haute estime de lui foncièrement. Donc, comme tu me disais, qui a peur d'être sans valeur. Il se voit comme un gagnant, bah oui et non. S'il gagne, oui, mais en fait, dès qu'il s'arrête, dès qu'il arrête de travailler, dès qu'il arrête d'avancer vers un projet, bah, il est vide en fait. Donc c'est vraiment un jeu de dupe. Ce sera un peu comme un ballon, tu vois, comme un gros ballon gonflable. En fait, tu perds, c'est vide tout à coup, quoi. Donc c'est une inflation égotique, mais qui est fausse comme la plupart des types d'ailleurs. Ensuite, comment trouver un job qui me conviendrait vraiment? Comment trouver un job qui me conviendrait vraiment? En te connaissant suffisamment pour savoir ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie et construire ton job sur mesure. Donc si c'est en salariat, si c'est avec un employeur, du coup tu trouves un job qui colle à ce que tu veux. Travailler les matins, travailler de chez moi, je sais pas, travailler en équipe, ça dépend des gens, de leur énéatype bien évidemment. Un type 2 va avoir beaucoup de mal à travailler tout seul, comme un rat de bibliothèque par exemple, ou le 2, le 9, ils vont plus aimer le collectif, etc. Le 1, il peut bûcher de son côté, ça lui va plus, c'est des tendances. Hein. Après, évidemment, il y a les fonctions cognitives et il y a plein de choses qui vont créer de la variation là-dedans. Mais c'est important de prendre le temps d'aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes besoins dans le travail, et même plus largement. Et parenthèse, tout ça, c'est quelque chose qui peut être faisable avec moi. Il y a des dizaines de personnes qui ont fait appel à moi pour ça, avec la session extraction de cerveau, où on prend pendant une session le temps d'aller vraiment creuser l'activité qui est faite pour toi. Comment designer l'activité et la stratégie qui te correspond, qui est faite pour toi. Pareil, je te mets un petit lien, tu as le lien en description. Et puis, il y a aussi des articles sur la connaissance pour ça. Simplement, c'est d'aller te rencontrer suffisamment en profondeur pour faire quelque chose qui est juste pour toi. Ensuite, comment respecter l'autre et respecter soi-même? C'est une cliente que j'ai dans l'accompagnement Vérité Intérieure qui m'a demandé comment je fais pour respecter ma propre individualité et l'individualité de l'autre. Donc là, c'est dans le cadre de relations parents-enfants, mais ça vaut pour toute relation en fait. Souvent, ça peut être un vrai sujet. Comment je fais? Moi, j'ai mes émotions, j'ai mes besoins, j'ai mes limites, et puis il y a l'autre, et je veux en même temps prendre soin du lien, et comment je fais avec tout ça? Bon, déjà, le premier truc qui me vient, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à être en lien avec l'autre. C'est-à-dire que quand je suis fatigué, quand je suis énervé, quand j'en ai plein le cul de l'autre, il n'y a aucune injonction à être en lien et à prendre soin de la relation et prendre soin de l'autre. Déjà, prendre soin de moi, c'est déjà bien, c'est déjà un beau boulot. Donc, quand je n'ai pas les moyens, comme on dit en CNV, il y a tes besoins et il y a les moyens, les ressources que tu as pour prendre soin de tes besoins. Bon, quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est t'enfermer dans ta chambre, c'est d'aller te barrer, prendre ta voiture, aller loin, c'est aller dans la nature, marcher un coup pour clarifier ta propre réalité. C'est tout le sens de l'approche de la CNV, les fameuses 4 étapes OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné, in fine, à être partagé à l'autre. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessaire. L'OSBD, c'est avant tout pour trier le cafardum que tu as dans la tête. Parce que tu es là, c'est tout mélangé, puis il y a l'autre, et putain. L'OSBD, il est là pour clarifier, dire, ok, moi dans ma tête, je clarifie ma réalité. L'autre, il m'a dit ça, il m'a dit espèce de connard, il m'a dit t'as pas fait la vaisselle, il m'a dit mais j'en ai marre, tu fais toujours ça. Ok, il m'a dit ça. Moi, je me suis senti comme ça, je me suis senti agacé, je me suis senti triste. Et puis parce que mon besoin, c'est ça, c'est d'être tranquille, c'est d'être en paix, c'est d'être respecté, c'est d'être aimé, whatever. Et de là, voilà, je tranche ma réalité, je coupe en tranche ma réalité dans ma tête pour pouvoir mettre de la clarté dans ma situation. Et ça ne peut se faire que tout seul, sauf avec l'expérience où tu peux le faire en temps réel, mais c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas d'injonction à être dans la relation et à être bienveillant et à être gentil avec l'autre. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Donc, tu dis à l'autre, écoute, là, je préfère qu'on arrête là la discussion, sinon je vais te rentrer dedans, j'ai pas envie, je vais t'agresser, je vais être méchant. Je coupe court,
je m'en vais. Ou enfin, tu dis comme tu peux. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle le degré d'empathie que tu peux avoir, la qualité de présence que tu peux avoir. Si tu n'as pas cette qualité de présence à l'autre, autant se barrer de la relation pour remettre de la clarté sur toi. C'est déjà t'apporter à toi. T'apporter à toi cette clarté. Et si tu n'es pas capable de t'apporter à toi cette clarté, ce que tu peux faire, c'est demander de l'aide, c'est demander du soutien. C'est peut-être que tu n'as pas les moyens de mettre la clarté sur ta réalité, mais que tu as les moyens de demander à un tiers de t'aider, à un thérapeute, à un ami, à quelqu'un qui va t'aider, qui va te donner cette fenêtre empathique où lui, il se met dans un espace de vide dans lequel tu peux te déposer pour clarifier ta réalité. Et puis si tu ne peux même pas faire ça, bah, c'est juste du drama, c'est juste ça sort tel quel, et puis de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Hein. Donc c'est sortir de cette injonction à ce que ça se passe bien, parce que si tu veux respecter l'autre, il faut avant tout te respecter toi-même et d'abord connaître tes besoins. Et en connaissant tes besoins, tu peux du coup connaître tes limites. Et quand tu connais tes limites, tu es capable plus facilement de sentir quand elles sont violées et quand c'est pas OK. Et après, tu peux l'exprimer. Question suivante. Quelle question poser à quelqu'un pour trouver son type? Alors j'ai dépassé le timing, je vais enchaîner. Pour trouver son type, alors que les questions, il n'y a pas de question type à poser à quelqu'un. Par contre, ce que tu peux faire, c'est poser les questions, c'est faire quand tu as quelqu'un, ici c'est une question dans le cadre d'un accompagnement, d'une prestation avec un client. Ce que tu peux faire, c'est poser des questions un peu sur toute la vie de la personne et d'identifier les points de tension. Et quand il y a un point de tension, je ne sais pas, sur le couple, sur le boulot, ben là après tu peux zoomer, tu peux aller gratter dans la zone de tension sur qu'est-ce qui le touche en fait, qu'est-ce qui est tendu à cet endroit-là, parce que du coup tu vas retomber sur les mécanismes égotiques. Donc dès qu'il y a des grosses tensions dans la vie, des grosses galères, des trucs vraiment difficiles pour la personne, quand tu vas voir ce qui se joue pour elle à cet endroit-là, si c'est une quête d'amour, de reconnaissance pour un émotionnel par exemple, ou si c'est une quête de sécurité, une quête pour le mental par exemple, bah, tu vas retomber sur les trucs de l'énéatype. Donc à chaque fois, il faut creuser de toute façon dans l'iceberg pour aller voir dans les profondeurs à coup de pourquoi, à coup de mais qu'est-ce qui fait que, des questions de coaching. Hein, en coaching, tu travailles bien ça. Il n'y a rien de compliqué, il s'agit simplement plus de tendre l'oreille pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Mais toujours dans cette dynamique de ne pas trouver l'énéatype. Pas de le trouver, mais de ne pas le trouver dans cette histoire, toujours de cette dynamique de via negativa, pour plutôt éliminer les types que cette personne n'est pas. Question suivante, pourquoi je ne me donne pas les moyens de réaliser ce qui me tient à cœur? Ça, c'est intéressant aussi. Bah, peut-être parce que tu ne t'aimes pas suffisamment pour t'autoriser à vivre ce que tu as envie de vivre. Si tu ne te donnes pas les moyens, soit c'est parce que ça ne te tient pas tant à cœur que ça, et que tu te racontes que ça te tient à cœur, mais en fait, ce n'est pas si important. Ou si ça te tient à cœur et que tu ne le fais pas, bah, c'est que tu ne valorises pas suffisamment ce qui te tient à cœur, et qu'en fait, ce n'est pas si important. Et que du coup, les autres sont plus importants, les trucs plus secondaires sont plus importants. Ça veut dire que tu ne mets pas suffisamment de valeur et d'importance sur ça. Et c'est encore une fois, c'est de regarder qu'est-ce que ça te fait émotionnellement de réaliser ça. De réaliser que waouh, ça me tient à cœur et je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça te fait te sentir? C'est tout ce qu'il y a à regarder. Question suivante, comment lâcher prise? C'est marrant cette question. Je te renvoie à l'article comment lâcher prise sur le lâcher prise, parce que comment lâcher prise, ça part souvent d'une volonté de contrôler le lâcher prise. C'est en gros, j'arrive pas à lâcher prise, comment je fais? C'est toujours le même mouvement. Ce que je t'ai dit plusieurs fois dans plusieurs questions, c'est aller voir la partie de moi qui tient. Parce que si je tiens, si je crispe, c'est comme l'armure, c'est comme la non-acceptation, c'est d'aller voir que en fait, tu lâches pas prise. Pourquoi tu lâches pas prise? C'est quoi le besoin derrière? Qu'est-ce que ça protège? C'est toujours pareil. C'est d'arrêter d'aller tout de suite chercher à l'opposé. Ah, mais je contrôle trop, il faut que je lâche prise. Non, il faut que tu ailles voir pourquoi tu contrôles. C'est quoi ton bénéfice? C'est quoi qui t'arrange? Pourquoi tu as si besoin de contrôler? Il y a une partie de toi qui a besoin de ça. Et c'est super important que tu ailles t'intéresser à cette partie plutôt que forcer dans l'autre direction. C'est toujours la même logique. Dernière question, quelle piste avec l'énéagramme? Eh bien, il y en a des centaines des pistes avec l'énéagramme. Ça dépend ce que tu vis dans ta vie. L'énéagramme, c'est avant tout trouver ton énéatype pour arrêter de quêter autre chose que ce que tu es. C'est le postulat de base des pas naissances. C'est d'arrêter de quêter autre chose que ce qui est là. Une fois que tu as trouvé ton type, il y a toute une phase où tu apprends à te regarder tel que tu es, tel que tu fonctionnes,
et à prendre dans la gueule, entre guillemets, tout ce que tu ne voyais pas de toi et que maintenant tu vois. Parce que tout ce qui est inconscient, petit à petit, devient conscient. Enfin, pas tout, mais plein de choses qui étaient inconscientes dans l'énéatype deviennent conscientes et ça pique de le voir. Donc ça c'est la première chose, c'est de trouver ton énéatype et de le voir. Et CF, la dernière vidéo que je vais te mettre en lien, dans laquelle je t'ai partagé 3 pistes de travail avec l'énéagramme, parce que ça résume pas mal. Et après, les pistes avec l'énéagramme, il y en a plein. Hein. Tu peux bosser sur les centres, sur lâcher prise sur le centre préféré, tu peux aller visiter ton aile, tu peux aller visiter tes instincts et voir à quel point tu es prisonnier de tes instincts. C'est plus un travail de détachement, de désidentification à chaque fois avec l'énéatype que d'aller vers quelque chose. Puisqu'en fait, on arrête de vouloir d'aller quelque part, on arrête dans ma perception, hein, on arrête de forcer, de penser qu'il faut aller quelque part. On apprend à se prendre tel qu'on est ici et maintenant. Et l'énéatype en tant que tel va t'amener vers un certain endroit, l'aile va t'amener à un certain endroit, les sous-types vont t'amener à un certain endroit. Donc ça dépend vraiment. C'est une approche qui invite, c'est des pistes générales, ça invite à être individualisé. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de faire, après ça dépend d'où tu en es. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire en individualisé, je te renvoie vers le bilan de personnalité en description pour que tu puisses déjà m'en parler et voir un petit peu où tu en es dans ton cheminement, histoire de voir qu'est-ce qui serait le plus adapté pour toi. Voilà, c'est tout pour cette première FAQ épanescence. J'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, mets-moi un pouce et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, éventuellement poser d'autres questions ou épiloguer si tu n'as pas tout compris de ce que j'ai raconté. Vraiment, balance tes questions, il n'y a pas de questions à la con, et tout est OK. Toutes tes questions sont les bienvenues. C'est tout pour moi, je te souhaite une excellente journée et puis à bientôt dans la prochaine vidéo.